Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un sujet sur lequel je me pose des questions. Est-ce que les mots de passe sont en voie de disparition? Vous m'entendez bien au fond? Un peu plus fort? Du coup, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Bastien Tessier, je suis tech lead à Théodo. On développe des applications web. Je fais partie de ce qu'on appelle la Guilde Sécurité. C'est un groupe de personnes qui se regroupent chaque semaine pour discuter de sécurité et on travaille sur des sujets assez larges qui vont de l'AppSec jusqu'à la sécurité organisationnelle. Mais ça, vous allez voir que je vais y revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, la question que je pose, c'est est-ce que les mots de passe sont en voie de disparition? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on devrait être triste? Par exemple, le T-Rex est disparu, ça a dû être une belle bête, mais c'est vrai que si je devais en croiser un le dimanche en allant me promener, je serais pas très rassuré. Pour revenir au mot de passe, on sait que c'est quelque chose qui est très rarement bien utilisé. Donc du coup, vous avez tous entendu parler des listes de mots de passe qui sont utilisés très couramment, les mots de passe faibles. Ça peut avoir des conséquences assez graves. Par exemple, là, SolarWinds, c'est une entreprise américaine qui fournissait des logiciels à d'autres entreprises américaines qui s'est fait hacker. Ils ont réussi à accéder à leur repos. Et pourquoi? Parce que le mot de passe pour y accéder, c'était SolarWinds 123. Donc assez facile à deviner. Un autre problème, c'est que même si on utilise des bons mots de passe générés aléatoirement, qui sont robustes, et qu'en plus on active avec 2FA, on peut quand même être vulnérable au phishing. Donc du coup, cet été, Cloudflare et Twilio ont été attaqués. Cloudflare s'est bien sorti. Twilio, par contre, ils se sont fait avoir. Le mode de l'attaque est assez simple au final. Du coup, on a un attaquant qui a identifié une liste d'employés de Twilio sur les réseaux sociaux type LinkedIn. Il leur a envoyé des SMS malveillants avec un lien vers un site de phishing. Les employés n'ont pas fait attention, ils se sont connectés, ils ont entré leur mot de passe et leur token de 2FA, sauf que le site de phishing envoyait en temps réel ses credentials à l'attaquant qui, lui, les a utilisés sur le vrai site pour se connecter, et donc du coup, ils ont pu pénétrer dans le système de Twilio. La question qu'on peut se passer, c'est qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut vraiment se passer des mots de passe? Du coup, c'est un sujet dont on parle pas mal en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal de grandes entreprises de la tech, dont Apple, Google et Microsoft, qui se sont regroupées au sein de ce qu'on appelle l'Alliance FIDO, qui a clairement pour but d'arrêter d'utiliser des mots de passe et d'améliorer la sécurité de façon générale euh, dans le web. Enfin, de façon générale, autour de l'authentification. Euh, Avant de parler de comment on va faire ça, petit principe de base qui est utilisé derrière cette authentification sans mot de passe, c'est la cryptographie asymétrique. Du coup, comment ça fonctionne? On va avoir un client et un service auquel le client veut s'authentifier. Le client va générer une paire de clés, une clé privée qu'il va garder pour lui et une clé publique qu'il va donner au service. Le service va générer une chaîne de caractères aléatoires, pas très importante, qu'on appelle un challenge. Le client va utiliser sa clé privée pour chiffrer cette chaîne de caractères et va renvoyer cette chaîne chiffrée au service qui va utiliser la clé publique pour déchiffrer. Donc si c'est bien la clé publique qui va avec la clé privée, on va retrouver le challenge identique. Si ce n'est pas le cas, on va avoir un challenge différent. Du coup, on peut vérifier que le client possède bien la clé privée qu'il prétend posséder. Comment on va implémenter ça? On va utiliser WebHunt, c'est la solution qui a été retenue. Alors qu'est-ce que c'est WebHunt? C'est une API dans votre navigateur. Pardon, WebHunt, c'est l'abréviation de Web Authentication, qui est du coup une API dans votre navigateur. Alors une API navigateur, je pense qu'il y en a une que vous connaissez tous, c'est l'API Store, qui permet de stocker ou de récupérer des données depuis local storage. Là c'est un petit peu pareil, mais en plus sécurisé. Pourquoi c'est plus sécurisé? Donc du coup on va prendre le flux qu'on a vu juste avant. Donc notre backend, qui va être notre service, va posséder la clé publique. Il va envoyer un change à notre appli en JS qui va demander à Webhunt de se connecter à un authenticator. Et du coup, l'authenticator va posséder cette clé privée. Du coup, si vous posez la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette API, c'est pour ça en fait. On a notre authenticator qui est un hardware qui sera ou interne à notre device ou externe à notre machine ou externe. Et donc, du coup, on ne pourrait pas interagir avec cet authenticator uniquement avec du JS. Quelques petits exemples d'authenticator. Je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu parler des YubiKey. On peut aussi utiliser notre smartphone via du Bluetooth Low Energy, du Bluetooth, pardon, et le scan d'un QR code ou d'autres outils d'authentification biométrique comme le Touch ID ou le Face ID qui seront reliés et qui permettront du coup de s'authentifier vis-à-vis de la machine sur laquelle on essaie de se connecter.
Du coup, on revient à la suite de notre flux. On a notre authenticateur qui a reçu notre challenge, qui l'a chiffré, qui le retourne via Webhunt à notre appli JS, qui le retourne au backend, qui, via la clé publique, va pouvoir vérifier que c'est bien le challenge qu'il a envoyé à l'origine, et donc du coup que l'authenticateur possède bien la clé privée qui correspond à la clé publique. Du coup, je vous ai parlé de l'API Webhunt, du coup, qui est implémentée au niveau du navigateur. Elle est disponible sur tous les navigateurs récents. Elle a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, dont deux qui vont nous intéresser ici. La méthode create, c'est elle qui est utilisée pour créer une paire de clés. La méthode get, comme son nom ne l'indique pas, elle permet de chiffrer un challenge, mais elle ne va pas permettre de récupérer la clé privée. D'ailleurs, il n'y a rien qui permet de récupérer la clé privée. Pourquoi? En fait, en cas du XSS, donc du coup, si un attaquant réussit à faire exécuter du code dans votre appli JS, en fait, il pourrait récupérer cette clé privée et donc complètement se faire passer pour votre utilisateur. Et là, on a le premier gain d'utiliser Webhunt et une authentification sans mot de passe, c'est qu'on n'a plus de mot de passe à choisir. Du coup, plus de possibilités pour un utilisateur d'avoir un mot de passe faible. Donc du coup, vous voyez à quoi ressemble à peu près une clé privée. Je vous laisse imaginer que c'est pas possible de brute forcer ça. On n'a plus de réutilisation, donc du coup, il n'y aura plus d'un utilisateur qui se fait voler d'une application qui se fait voler la liste de ses mots de passe et qui permettrait de hacker le compte d'un utilisateur sur notre appli. Et surtout, on n'a plus de règles de composition compliquées. Par exemple, là, je vous ai mis Amini, où en fait, on ne peut pas avoir deux chiffres qui se suivent dans la séquence qu'on choisit. Il y a toute une liste de règles un petit peu complexes comme ça. Je vous ai mis un lien si vous avez envie de regarder. Voilà. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de comment on va implémenter ça. Je vais commencer par un petit point sur le modèle de données. Donc du coup, on va encore avoir notre table utilisateur classique avec les infos liées à notre utilisateur. Éventuellement un mot de passe si on veut l'utiliser comme solution d'authentification de fallback. Mais surtout, on va avoir une nouvelle table, une table authenticator qui va contenir les données de notre authenticator. Et surtout, vous remarquez qu'on a une liaison 1N. Pourquoi? En fait, ce qui pourrait se passer, c'est que là, j'ai la clé privée qui est enregistrée sur mon PC. Mon PC, je peux le perdre, le casser. Donc du coup, je perdrai accès à mon compte. Il faut pouvoir enregistrer plusieurs clés. C'est un exemple, j'ai trouvé ce tweet il y a quelques semaines où en fait quelqu'un a essayé de se connecter apparemment pour payer ses impôts via le login du gouvernement des États-Unis. Et en fait, il avait perdu sa clé et il a dû faire complètement accès de son compte, ce qui lui a donné un lead time de 24 heures pour pouvoir se connecter. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir enregistrer plusieurs clés. Du coup, maintenant on va s'intéresser à la partie implémentation et pour ça on va regarder les deux flux principaux d'authentification. La registration qui va permettre à un utilisateur de se créer un compte sur notre appli et le login. Du coup, on va revoir le flux de la registration. On va commencer par du très classique. C'est notre client qui va envoyer ces données à notre serveur. Donc du coup, on va le sauvegarder. La différence avec une authent avec un mot de passe, c'est qu'ici, il n'y aura pas de mot de passe. Notre serveur va retourner un challenge. Le client va interroger via Webhunt l'authenticateur pour qu'il puisse lui générer une clé et lui chiffrer le challenge. Donc du coup, l'authenticateur va générer la paire clé privée et clé publique, chiffrer le challenge et retourner la clé publique et le challenge chiffré. Le client va faire passe plat, le retourner au serveur qui va ensuite vérifier que le challenge peut bien être déchiffré via la clé publique qu'il a récupérée avant de sauvegarder dans la base de données toutes les infos qu'il a récupérées de l'authenticateur. Du coup, on va faire une petite démo. J'ai activé le debugger pour voir un petit peu à chaque étape ce qu'on fait. Ah oui, juste petit détail, j'ai pas réimplémenté tout le processus à la main. J'ai utilisé une lib. Pourquoi? Parce que c'est des processus de crypto qui sont assez avancés. Vous allez voir qu'il y a pas mal de checks qu'il faudrait faire et donc du coup, il vaut mieux utiliser une lib plutôt que de s'amuser à tout réimplémenter à la main. C'est une assez mauvaise pratique parce qu'on peut louper un cas et dans ce cas-là, votre authentification n'est plus sûre pour vos utilisateurs. Du coup, Bastien a... Ah. Du coup, là, j'ai créé mon compte. Donc, ce qui se passe là, c'est que pour avoir plus de champs, là, je vais juste entrer mon mail. Du coup, je lance. Ouais, pardon. Plus. Ah, oui, pardon. Je fais n'importe quoi. Désolé. Voilà.
Top, je me registered. Là, j'ai le debugger qui est activé. J'arrive, là aussi, j'imagine que... Oula, peut-être pas autant. Vous voyez bien? Un peu plus? Bon, en vrai, on n'a pas besoin du debugger ici. Hein. Je peux le réduire. C'est bon? Ça va mieux? Bon, top. Cool. Du coup, là, on est dans une fonction qui va commencer la registration. Donc, du coup, on va déjà vérifier que l'utilisateur n'existe pas. Sinon, on va renvoyer une exception. Et là, on va utiliser excusez-moi, la méthode Generate Registration Option de la lib SimpleWebHunt pour créer toutes les registration options qu'on va passer à la méthode create de Webhunt. Donc du coup, les arguments qu'on y passe, c'est du coup, on en a deux qui commencent par RP. RP, c'est pour Relying Party. C'est les infos qui vont permettre de dire à l'authenticateur, ben, tu crées une clé pour ce service. Donc du coup, on va avoir un nom qui est le nom, le RP name qui va juste être ce qui va être affiché à l'utilisateur, et un ID qui va correspondre au domaine sur lequel pour lequel on va créer la clé. Du coup, vous voyez qu'ici c'est localhost parce que je fais ma démo en local. Du coup, on a l'ID de l'utilisateur, un username pour lequel j'ai mis l'email, et les autres points sont moins importants. Du coup, là, POC, c'est terminé. On revient côté front. J'ai mis un petit point de debugger ici, mais vous allez voir que le côté front, il ne se passe pas grand-chose. On fait surtout passe plat, on récupère l'objet qu'on vient de générer, et on le passe à la méthode start registration qui va le passer après quelques checks à la méthode create de Webhunt. Du coup, toc, là, il me propose de créer une clé. Alors, je pourrais utiliser d'autres méthodes. Hein. Comme je l'ai dit juste avant, je pourrais avoir une YubiKey ou utiliser mon téléphone. Mais c'est plus simple de l'enregistrer sur cet appareil. Donc, du coup, je vais faire ça. Et là, il me demande d'utiliser mon Touch ID ou je pourrais entrer mon mot de passe. Ça va plus vite avec le Touch ID. Du coup, je fais ça. Et voilà. La clé a été générée, le chain chiffré. Et on renvoie toutes ces infos au back. Du coup, on peut regarder ce qui a été envoyé. Donc, ça ressemble à ça. Donc du coup, les infos intéressantes qu'on a, c'est l'ID, qui va correspondre en fait à l'ID de stockage côté authenticateur de notre clé. Et là, vous allez voir que dans la réponse, il y a des objets qui sont peu ultra compréhensibles. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important d'utiliser une lib pour faire ça. Parce que votre clé va être dans l'attestation, la clé publique que vous récupérez va être dans l'attestation object, de même que le RPID. Par contre, vous allez voir qu'on va vérifier l'origine sur laquelle la clé a été utilisée. Et ça, c'est stocké dans la partie client data.json et avec le challenge chiffré. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Derrière, on appelle la méthode verify registration response de notre lib en lui passant les points qu'on veut vérifier. Du coup, on veut vérifier que c'est bien le bon challenge qu'on récupère, que ça a bien été appelé sur l'origine sur laquelle on s'attend à ce que la clé ait été utilisée et qu'on utilise bien le bon RPI. Et voilà, une fois qu'on a vérifié tout ça, on récupère un verified à true, la liste de toutes les infos qui ont été récupérées depuis ce qu'on a récupéré depuis le front, et on peut sauvegarder tout ça dans notre DB. Et voilà. Du coup, la clé privée, elle est enregistrée où? Elle est juste sur ma machine. C'est ça. Elle n'est pas venue, là on a que la clé publique qui est arrivée et qui a été sauvegardée. Là c'est credential public key. Donc du coup c'est que la clé publique, la clé privée elle reste sur la machine. Top, du coup je reviens ici et on repart. View, top, slideshow. Alors, je passe vite là-dessus parce que c'est les slides de l'effet démo au cas où je ne réussisse pas à vous faire la démo juste avant. Heureusement ça s'est bien passé donc c'est bon. Et là le deuxième gain qu'on voit c'est qu'on n'a pas de secret partagé. Donc du coup ce que tu me demandais juste avant, vu qu'on a envoyé que la clé publique, en fait la clé publique elle sert qu'à déchiffrer le challenge. Donc même si un attaquant réussit à la voler, il ne va rien pouvoir en faire à part vérifier que la personne qui aura chiffré le challenge possède bien la clé privée. Mais en soi, il ne pourrait pas l'utiliser ailleurs pour usurper l'identité d'un utilisateur. Du coup, on enchaîne sur le second flux, celui de login. Donc du coup, là, de la même façon, on va envoyer les infos de l'utilisateur, donc ou l'username, ou un ID, ou un mail. Notre serveur va vérifier si l'utilisateur existe dans sa DB. Si c'est le cas, il va retourner un challenge et ensuite il va demander à l'authenticateur de chiffrer le challenge, qui va le chiffrer. Ensuite, on va vérifier que la clé publique qu'on a sauvegardée dans notre DB permet bien de déchiffrer ce challenge. Du coup, on part sur la suite de la démo. Là, ce coup-ci, on est sur la page login. Donc du coup, j'ai mis FR ou com? J'espère que j'ai mis FR.
j'ai mis faire. Top, du coup on a retrouvé notre utilisateur. Là, on va de nouveau utiliser la lib Simple Web App. Donc du coup, on y repasse sur RPID et par contre, ce qu'on va y passer comme autre argument, c'est une liste de credentials qui ont été enregistrés. Cette liste de credentials, c'est la liste de tous les authenticateurs qu'on a enregistrés pour cet utilisateur et donc du coup qu'on va pouvoir utiliser côté front pour chiffrer le challenge parce que du coup, on a la clé publique qui va permettre de le déchiffrer. Dans ce flux-là, on ne s'attend pas à avoir une nouvelle clé puisque normalement, on est en train de se loguer et plus de se register. Du coup, toc, on crée le current challenge et là on va retourner côté front-end. Là, comme avant, on fait globalement passe plat, on récupère l'info côté back, on appelle start authentication qui va du coup appeler la méthode get de Ubuntu. Du coup, comme on l'appelle avec la liste des credentials, il pourrait nous proposer d'en choisir plusieurs. Là, comme pour l'instant j'en ai qu'un seul enregistré, il va juste me proposer celui que j'ai enregistré juste avant. Donc du coup, toc, je valide, on repasse côté back-end. Là, vous allez voir qu'on récupère des infos un peu plus complexes. Donc du coup, là, c'est la réponse qui a été générée par la méthode create de Webhunt. Et si on regarde tout ce qu'elle contient, en plus de ce qu'elle contient avant, à savoir l'authenticateur de temps et le can.json, on a une signature. Signature, c'est une liste, ça contient toute une liste de valeurs qu'il faut checker en plus, notamment un counter pour voir qu'il n'y ait pas trop d'utilisation ou d'utilisation bizarre de votre clé. Par exemple, si vous avez utilisé 10 fois sur un device et que sur une authentication suivante, on vous dit que c'est que la cinquième utilisation, excusez-moi, ça veut probablement dire que la clé a leaké et qu'il y a eu un problème. Donc du coup, il faut que vous rejetiez l'authentification à ce moment-là. Et du coup, on termine... ah oui, excusez-moi. Et bien sûr, on passe toutes les infos de l'authenticateur pour vérifier qu'elles sont bien... qu'on a bien utilisé le bon authenticateur et qu'il n'y ait pas d'incohérence par rapport aux infos qu'on a pu sauvegarder dans notre DB. Et du coup, ce qui se passe derrière, c'est que si on a réussi à identifier notre utilisateur, vous voyez qu'on a un verified ici qui vaut true. On set son access et son refresh token et on est connecté. Voilà. Du coup, je reviens ici. Encore une fois, slide fait des mots. Heureusement, on a pu les utiliser. Et du coup, le troisième gain qu'on voit ici, c'est que le phishing n'est pas possible. À chaque étape du flux, on a vérifié la relaying party, le RP, donc du coup la relaying party, qui du coup permet de s'assurer que la clé a bien été utilisée sur le bon domaine côté front. Donc du coup, c'est pas possible d'essayer de forcer un utilisateur à utiliser une clé sur un mauvais domaine. Donc du coup, ça met fin aux possibilités de phishing. Un sujet qui est en train de pousser Google et Apple, c'est d'utiliser des clés sur plusieurs devices. Parce que là, par exemple, la clé que je viens de créer, elle est uniquement sur ce device. Du coup, si je le perds ou je le casse, ben, c'est fini, je ne peux plus me connecter, puisque je n'avais pas enregistré d'autres. L'idée, du coup, c'est d'utiliser le Google Password Manager ou l'iCloud Keychain pour le synchroniser sur différents devices et du coup l'utiliser sur plusieurs devices. Du coup, ça a l'air génial. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas partout? Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir la clé privée côté client? Est-ce que le stockage qu'on peut avoir sur cette machine est vraiment sécurisé? Du coup, il y a deux réponses à ça. Ce qu'on utilise aujourd'hui sur nos machines, c'est des Hardware Security Modules, donc du coup, ou des TPM 2.0 si vous avez des PC, ou des Apple Secure Enclave. J'ai oublié le nom pour Android et je ne l'ai pas spécifié, mais c'est pas grave. Android en a un aussi. Et donc du coup, c'est des puces qui sont faites pour stocker des secrets cryptographiques. Donc du coup, dont c'est impossible d'extraire ces secrets-là. Et l'autre option, comme je vous en ai parlé juste avant, c'est d'utiliser un cloud chiffré. Donc du coup, typiquement, ou le password manager de Google, ou j'arrive pas, désolé, l'iCloud Keychain. Mais du coup, à quel point c'est sécurisé? Comme je vous l'ai dit, les Hardware Security Modules, c'est assez robuste. Du coup, FIPS 140, c'est une certification du gouvernement des États-Unis qui est requise pour travailler avec un certain nombre d'entreprises américaines. Donc du coup, vu que TPM 2.0 et l'Apple Secure Enclave sont certifiés, c'est vraiment quelque chose de très robuste. Par contre, malheureusement, le cloud, en fait, souvent il y a une procédure de reset. Donc du coup, votre secret key ne sera pas plus protégé excusez-moi, que cette procédure de reset est robuste. Donc du coup, ça introduit pas vraiment une nouvelle vulnérabilité parce que du coup, c'est un petit peu la même chose qui se passe aujourd'hui avec vos mots de passe, mais ça reste quand même un point de rupture.
Une autre question qu'on peut se poser, excusez-moi, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit faire complètement confiance à Google, Apple et Microsoft? Parce qu'on sait qu'ils ont tendance à traquer leurs utilisateurs. Donc du coup, si on stocke nos passkeys dans leurs outils, en fait, on va être en permanence obligé d'être connecté à nos comptes, que ce soit Google, Apple ou Microsoft, pour y avoir accès, donc pour se loguer sur les sites auxquels on veut accéder. Donc du coup, ça va leur permettre de faire un tracking cross-device qui les aidera dans toutes leurs activités de pub ciblée et autres. Un autre point limitant, c'est que le déploiement n'en est encore qu'à ses débuts. Pour l'instant, j'ai vu qu'un seul site qui permet de s'authentifier directement avec une passkey, c'est DocuSign. On m'en a parlé d'un ou deux autres, mais j'ai pas pu vérifier. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, c'est pas une solution qui est généralisable. Donc pour la plupart des sites, il va falloir continuer d'utiliser des mots de passe. Le plus souvent, on propose de l'utiliser uniquement qu'à moyen de 2FA. Donc du coup, vous allez avoir votre mot de passe et au lieu d'avoir un OTP qui arrive par SMS, vous allez pouvoir enregistrer une passkey. Et en fait, l'état du déploiement de la MFA aujourd'hui fait redouter que ça va prendre beaucoup de temps avant que les passkeys se généralisent. Un exemple que j'ai, c'est par exemple France Connect qui n'a pas encore, commence tout juste sur son déploiement de la 2FA, alors que du coup, ça permet de se connecter à des sites assez sensibles, les impôts, celui de la Sécu. Donc du coup, ça peut prendre du temps avant de voir se généraliser la possibilité d'utiliser les passkeys. Dernier point, c'est que le public doit être confiant dans sa solution. Du coup, j'ai un petit axe à faire sur un déploiement, enfin, sur ce que j'ai pu faire à Théodo. On a assez récemment mis en place un gestionnaire de mots de passe. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont été embêtés par le fait de ne plus connaître leur mot de passe. Ils se disent, attendez, je ne connais plus mon mot de passe. Il est mis dans un outil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux encore aussi facilement accéder à mes comptes et tout ça? Là, à Théodo, on est une entreprise qui a une moyenne d'âge d'environ 30 ans, de gens assez tech. Qu'est-ce que ça a donné pour qu'un cas où des sexagénaires, quand on va leur dire ah finalement tu n'as plus de mot de passe, tu as tout qui est stocké ou dans une clé ou dans un cloud, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils risquent de ne pas être hyper confiants dans cette solution. Une réponse qu'on peut apporter à ça, ce serait un mécanisme de reset par mail, de la même façon qu'on a un mécanisme de reset de mot de passe par mail. Néanmoins, comme on l'a vu juste avant sur le mécanisme de reset des clouds, ça devient un point chaud, puisque du coup, il va y avoir une adresse email qui va permettre de reset les comptes de tous les comptes d'une personne. Et du coup, comment on protège cette adresse mail, puisque on ne voudrait pas utiliser de passkey dessus, puisqu'on ne pourra pas la synchroniser ailleurs. Et donc du coup, on se retrouvera avec de nouveau un mot de passe et un risque de compte assez faible. Du coup, j'en arrive à ma conclusion. Du coup, on a vu que la technologie était ultra prometteuse, ça a l'air vachement robuste, bien pensé et tout, mais il y a encore des sujets côté produit. Comment est-ce qu'on amène ça aux utilisateurs? Comment est-ce qu'on les rend confiants dans cette solution? Et comment est-ce qu'on leur donne de la confiance dans les acteurs qui la mettent en place? Pour moi, la prochaine étape, ça va être l'émergence d'acteurs indépendants. Là, du coup, on a OnePassword, qui, du coup, gestionnaire de mots de passe, qui veut se positionner sur le passwordless. Donc, du coup, ça pourrait vraiment être la prochaine étape du déploiement des passkeys. Du coup, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions?